Vous les appliquez tous les jours, sans même y penser. Attendre son tour, baisser la voix dans certains lieux, saluer, respecter, ne pas dépasser certaines limites invisibles. Ces règles ne sont écrites nulle part. Et pourtant, elles structurent encore nos comportements. Ce qui est troublant, c'est que beaucoup d'entre elles ne sont pas modernes. Elles viennent de très loin, de sociétés antiques, parfois disparues depuis des millénaires. Alors pourquoi certaines règles sociales ont-elles survécu au temps, aux révolutions, aux religions, aux technologies ? Ce soir, nous allons explorer pourquoi certaines règles sociales survivent depuis l'Antiquité et ce qu'elles révèlent sur la nature humaine. Si vous appréciez ces récits immersifs et réflexifs, abonnez-vous à la chaîne et laissez un j'aime. C'est le meilleur moyen de soutenir ce travail. Dites-nous aussi en commentaire quelle règle sociale vous paraît la plus étrange, mais indispensable. Et également, depuis quel endroit de notre vaste planète et à quelle heure écoutez-vous ce récit ? Installez-vous confortablement et remontons le fil du temps. Vous ouvrez les yeux dans un monde qui ne vous attend pas, mais qui vous englobe aussitôt. Rien ne vous est expliqué, et pourtant tout semble déjà décidé. Autour de vous, les gestes sont précis, lents, presque solennels. Chaque mouvement a été répété 1000 fois avant vous, transmis de corps en corps, sans avoir jamais eu besoin d'être écrit. Vous êtes né dans un univers où les règles ne sont pas formulées, elles ne se lisent pas, elles se ressentent, elles flottent dans l'air, se glissent dans les silences, se nichent dans la façon dont on vous prend dans les bras ou dont on vous repose doucement à votre place. Vous ne comprenez pas encore, mais votre corps, lui, commence déjà à apprendre. Les voix autour de vous se modulent. Certaines sont calmes et enveloppantes, d'autres plus fermes, plus rares. Vous percevez sans savoir nommer. Vous sentez quand une présence est légitime, quand une autre reste en retrait. Dans l'Antiquité, chaque naissance s'inscrit dans un ordre précis. Rien n'est laissé au hasard. Il y a ceux qui accueillent, ceux qui observent, ceux qui décident. Vous n'êtes pas seulement un enfant. Vous êtes un futur membre du groupe, un maillon d'une chaîne ancienne. Dès les premiers jours, votre existence est déjà reliée à des attentes, à des devoirs, à des espoirs parfois. On vous regarde en se demandant ce que vous deviendrez, non pas en tant qu'individu libre, mais en tant que porteur d'un rôle. Vous sentez la chaleur d'un foyer, l'odeur de la fumée, du cuir, de la laine. Ces sensations deviennent familières, rassurantes. Elles forment le décor stable dans lequel votre esprit va se façonner. Chaque bruit répété, chaque rythme quotidien, grave en vous une manière d'être au monde. Vous apprenez à reconnaître les moments de calme et ceux où il faut se faire discret. Peu à peu, vous observez. Longtemps avant de parler, vous regardez. Vous voyez qui s'assoit en premier, qui attend, qui mange avant les autres, qui sert. Vous remarquez que certaines personnes n'élèvent jamais la voix, et pourtant on leur obéit. D'autres parlent beaucoup, mais leurs mots semblent avoir moins de poids. Sans qu'on vous le dise, vous comprenez que tout le monde n'est pas égal. Dans ce monde ancien, les règles sociales sont d'abord des règles de survie. Savoir se comporter, c'est éviter les conflits, ne pas provoquer la colère, ne pas attirer une attention dangereuse. Un enfant trop bruyant, trop agité, trop curieux est rapidement rappelé à l'ordre, par un regard, un geste, parfois un silence plus lourd qu'une punition. Vous apprenez ce qui se fait et ce qui ne se fait pas. Où poser les yeux, quand détourner le regard, quand parler et surtout, quand se taire. Ces apprentissages sont lents, répétés, constants. Ils ne passent pas par des leçons, mais par l'imitation. Vous faites comme les autres, encore et encore, jusqu'à ce que cela devienne naturel. Ce qui est frappant, c'est à quel point ces règles semblent immuables. Elles étaient là avant vous, et rien ne laisse penser qu'elles pourraient disparaître. On ne les remet pas en question. On ne les discute pas. Elles font partie du paysage, au même titre que les murs, les chemins, les saisons. Et pourtant, vous sentez aussi qu'elles peuvent être dures, car elles enferment autant qu'elles protègent. Elles assignent, elles limitent. Très tôt, on vous montre ce qui est attendu de vous et ce qui ne le sera jamais. Selon votre naissance, votre sexe, votre famille, certaines portes resteront fermées,
sans même que vous sachiez qu'elles existent. Mais ces règles offrent aussi un cadre rassurant. Elles donnent une direction. Elles disent comment être accepté, comment être reconnu. Elles permettent de savoir, sans y penser, comment se comporter pour ne pas être rejeté. Dans un monde où les dangers sont nombreux, où la maladie, la faim et la violence rôdent, cette prévisibilité est précieuse. Votre corps s'habitue, vos gestes deviennent plus sûrs, vous anticipez les réactions, vous sentez quand une limite approche, même si personne ne l'a tracée devant vous, comme une barrière invisible que l'on apprend à ne pas franchir. Vous intériorisez ces règles au point de ne plus les remarquer. Et c'est ainsi que, sans le savoir, vous devenez le gardien de ces règles anciennes. Vous les reproduisez, vous les transmettrez un jour, à votre tour, par vos gestes, vos silences, vos regards. Sans discours, sans explication, simplement en vivant comme on a toujours vécu. Car ce que l'on apprend dans les premiers instants de la vie ne s'efface jamais vraiment. Ces règles invisibles s'enracinent profondément. Elles traversent les siècles, changent de forme, mais rarement de fonction. Elles continuent de structurer les sociétés bien après la disparition des temples et des cités. Et tandis que vous grandissez dans ce monde antique, une vérité silencieuse s'installe en vous, lentement, durablement. Appartenir au groupe, c'est d'abord savoir respecter ce qui n'a jamais été dit. En grandissant, vous ne vous souvenez plus du moment précis où ces règles se sont installées en vous. Elles ont toujours été là, comme une seconde peau. Vous ne les distinguez pas clairement, mais vous sentez leur présence à chaque instant, dans la façon dont vous vous tenez, dont vous marchez, dont vous parlez ou dont vous choisissez de vous taire. Chaque journée est une répétition discrète, les mêmes gestes aux mêmes heures, dans le même ordre. Le matin commence toujours de la même manière. Les corps s'éveillent, lentement, les visages sont sérieux, concentrés. On ne parle pas inutilement. Vous comprenez très tôt que certaines heures ne sont pas faites pour les paroles légères. Le silence du matin a une valeur. Il impose le respect. Vous observez les anciens. Leur manière de se mouvoir et sa carte est différente. Plus lente, plus assurée. Ils n'ont pas besoin de s'imposer. Leur simple présence suffit à rappeler l'ordre des choses. Quand l'un d'eux entre dans la pièce, l'atmosphère change imperceptiblement. Les voix baissent. Les mouvements se font plus mesurés. Vous sentez que quelque chose d'invisible circule entre les corps. Personne ne vous dit explicitement « fais comme eux ». Pourtant, vous le faites. Vous ajustez votre posture, vous modérez vos gestes, vous comprenez que l'excès attire l'attention et que l'attention peut être dangereuse. Dans l'Antiquité, se faire remarquer n'est pas toujours une bonne chose. La discrétion est souvent une forme de sagesse. Peu à peu, vous découvrez que les règles ne servent pas seulement à organiser la vie quotidienne. Elles racontent aussi une histoire. Elles disent d'où vous venez, à quel groupe vous appartenez et ce que l'on attend de vous. Elles sont une mémoire vivante, transmise sans parole, mais avec une efficacité redoutable. Vous remarquez que les mêmes gestes reviennent lors des moments importants. Lorsqu'un événement survient, heureux ou grave, chacun sait instinctivement comment se comporter, où se placer, qui parlera, qui se taira. Ces comportements ne sont jamais improvisés. Ils sont le fruit de générations d'observations et de répétitions. Dans ce monde ancien, l'erreur sociale coûte cher. Un geste déplacé peut provoquer la moquerie, la méfiance, parfois l'exclusion. Vous apprenez donc à sentir les limites avant de les franchir, à lire les signes discrets, un sourcil qui se fronce, une respiration qui se fait plus lourde, un silence qui s'allonge un peu trop. Votre corps devient un instrument sensible. Il capte ce que les mots ne disent pas. Vous ressentez la tension d'une pièce, l'agacement contenu, l'approbation muette. Ces perceptions vous guident. Elles vous évitent de commettre l'irréparable. Elles vous permettent de rester à votre place. Et cette place, vous la connaissez de mieux en mieux. Elle n'est ni choisie, ni discutée. Elle est héritée. On vous y installe doucement, sans brutalité, mais sans possibilité réelle d'en sortir. Vous apprenez à vous y sentir à l'aise, à y trouver une forme de sécurité. Car être à sa place, c'est être reconnu, accepté, protégé. Les règles invisibles deviennent alors une boussole. Elles orientent vos choix, même lorsque vous croyez agir librement.
Elles influencent vos désirs, vos peurs, vos ambitions. Certaines choses ne vous viennent même pas à l'esprit, tant elles sont éloignées de ce que votre monde autorise. Et c'est là leur plus grande force. Ces règles ne s'imposent pas par la contrainte directe, mais par l'évidence. Elles façonnent ce qui vous paraît normal, ce qui vous semble possible, ce qui vous semble impensable. Elles vivent en vous, sans effort, sans lutte. Lorsque vous voyez un autre enfant s'écarter trop visiblement de ses usages, vous ressentez un malaise. Vous ne savez pas toujours l'expliquer, mais vous sentez que quelque chose cloche. Ce malaise est le signe que les règles ont pris racine. Vous devenez, à votre tour, un gardien silencieux de l'ordre social. Ainsi, de génération en génération, ces règles traversent le temps. Elles survivent aux guerres, aux famines, aux effondrements. Elles changent parfois de visage, mais leur fonction demeure. Elles maintiennent la cohésion, elles évitent le chaos, elles rassurent autant qu'elles enferment. Et même lorsque les siècles passeront, lorsque les dieux changeront de nom et que les cités tomberont en ruine, une partie de ces règles continuera de vivre, dans vos réflexes, dans vos hésitations. Dans ce sentiment étrange que certaines choses ne se font pas, sans que vous sachiez vraiment pourquoi. Car ce que l'on apprend en silence, au tout début de la vie, s'enracine plus profondément que n'importe quelle loi écrite. Vous avancez désormais dans le monde avec un peu plus d'assurance. Vos pas sont plus sûrs, vos gestes plus maîtrisés. Pourtant, quelque chose vous accompagne en permanence, comme une présence invisible posée sur vos épaules. Ce n'est ni une voix, ni une règle formulée, c'est un regard. Ou plutôt, la conscience constante d'être vu. Dans l'Antiquité, on n'est presque jamais seul. Même lorsque personne ne vous observe directement, vous sentez que vos actes pourraient être remarqués, rapportés, commentés. Le regard des autres existe avant même qu'il ne se pose réellement sur vous. Il est anticipé, intégré, redouté parfois. Il guide vos comportements bien plus sûrement qu'une menace ouverte. Vous marchez dans une rue, sur un chemin de terre, dans l'enceinte d'un village ou d'une cité. Vous sentez les présences autour de vous, des silhouettes familières, des inconnus aussi. Vous savez instinctivement comment vous tenir. Votre dos se redresse, votre allure s'ajuste. Vous ne marchez pas de la même manière selon l'endroit, ni selon les personnes que vous croisez. Très tôt, vous avez compris que le regard des autres n'est jamais neutre. Il juge, il compare, il classe, il peut élever ou rabaisser, protéger ou condamner. Dans une société où la réputation circule plus vite que les individus eux-mêmes, être bien vu est une nécessité vitale. Vous apprenez à lire ces regards avec attention. Un regard appuyé peut être un avertissement. Un regard fuyant, un signe de désapprobation. Un regard indifférent peut être encore plus inquiétant. Il signifie que vous comptez peu. Peu à peu, vous développez une sensibilité fine à ces signaux silencieux. Dans ce monde ancien, l'honneur et la considération sociale sont des richesses fragiles. Elles ne se possèdent jamais définitivement. Elles se gagnent, se maintiennent, se défendent. Un seul faux pas peut suffire à les fissurer. Vous le savez, même si personne ne vous l'a jamais dit clairement. Vous observez comment les autres se comportent sous le regard collectif. Certains cherchent à attirer l'attention, à montrer leur valeur. D'autres font tout pour se fondre dans le décor. Vous comprenez que chaque stratégie a ses risques. Se faire trop remarquer peut susciter la jalousie. Se faire trop discret peut faire oublier votre existence. Alors vous ajustez, en permanence. Vous apprenez à doser vos paroles, vos gestes, vos réactions. Vous ne riez pas trop fort. Vous ne pleurez pas n'importe où. Vous ne montrez ni trop de joie, ni trop de colère. Car l'excès, dans l'Antiquité, est souvent mal vu. Il dérange l'ordre établi. Le regard des anciens pèse plus lourd que celui des autres. Leur expérience leur donne une autorité naturelle. Lorsqu'ils vous observent, vous sentez votre corps se tendre légèrement. Vous cherchez leur approbation, parfois sans même en avoir conscience. Un simple signe de tête, une absence de reproche, peut suffire à vous rassurer. Ce regard collectif n'est pas toujours dur. Il peut aussi être protecteur. Être reconnu comme quelqu'un de respectable, de fiable, vous ouvre des portes. On vous fait confiance, on vous inclut, on vous défend parfois. Mais cette protection a un prix, celui de la conformité. Vous comprenez alors que le regard des autres est un outil puissant de régulation sociale.
Il remplace souvent la force. Il évite d'avoir à punir ouvertement. La peur d'être mal vu suffit à maintenir l'ordre. Chacun devient le surveillant de chacun, sans que personne n'ait besoin de l'ordonner. Même lorsque vous êtes seul, ce regard continue d'exister en vous. Vous anticipez ce que l'on penserait de vos actes. Vous vous corrigez avant même d'agir. Vous intériorisez les attentes du groupe. Elles deviennent une voix intérieure, calme mais ferme, qui vous rappelle ce qui est acceptable. Ainsi, sans chaîne ni mur, le regard des autres façonne vos choix. Il vous accompagne du matin au soir. Il vous guide dans les détails les plus infimes de la vie quotidienne. Et sans que vous ne vous en rendiez vraiment compte, il devient l'une des règles les plus anciennes et les plus durables de toutes. Car tant que l'être humain vit entouré d'autres êtres humains, le regard des autres reste l'un des liens les plus puissants qui soient. Avec le temps, vous comprenez que le regard des autres ne se contente pas d'observer ce que vous faites. Il façonne aussi ce que vous ressentez. Vos émotions elles-mêmes semblent devoir passer par ce filtre invisible avant d'être exprimées. Dans ce monde ancien, ressentir n'est jamais totalement intime. Tout peut devenir visible, interprété, jugé. Vous apprenez très tôt qu'il existe des émotions acceptables et d'autres qui doivent être dissimulées. La peur, par exemple, ne doit pas toujours se montrer. Elle peut être perçue comme une faiblesse. La colère, elle, doit être maîtrisée, canalisée, réservée à certains contextes précis. Quant à la joie, elle ne doit jamais devenir excessive, sous peine d'attirer la méfiance ou l'envie. Ainsi, même lorsque vous êtes bouleversé à l'intérieur, votre visage reste calme. Vos traits deviennent un masque appris avec le temps. Ce masque n'est pas vécu comme un mensonge, mais comme une nécessité. Il vous protège. Il vous permet de rester à votre place, de ne pas troubler l'équilibre fragile du groupe. Le regard des autres ne se pose pas de la même manière sur chacun. Vous le sentez très clairement. Selon votre âge, votre statut, votre rôle dans la communauté, vous êtes observé différemment. Certains ont droit à l'erreur, d'autres non. Certains sont excusés, d'autres sont rappelés à l'ordre au moindre écart. Vous remarquez que ce regard peut être lourd, insistant, presque oppressant. Il s'attarde sur les gestes, les vêtements, les attitudes. Rien n'est tout à fait anodin. Tout peut devenir un signe. Une manière de se tenir peut être interprétée comme un manque de respect. Un silence prolongé comme un désaccord. Un regard soutenu comme une provocation. Peu à peu, vous développez une attention constante à vous-même. Vous vous observez agir, presque autant que les autres vous observent. Cette vigilance permanente est fatigante, mais elle est intégrée dès l'enfance. Elle devient un état normal. Vous ne connaissez pas d'autre manière de vivre. Dans les moments collectifs, cette pression est encore plus forte. Lors des rassemblements, des repas partagés, des cérémonies, le regard du groupe se concentre. Vous sentez que chaque mouvement compte. Vous ajustez votre posture, votre place, votre comportement. Vous savez quand il est temps de parler et quand il faut simplement écouter. Le silence, d'ailleurs, a une valeur particulière. Savoir se taire au bon moment est une qualité essentielle. Celui qui parle trop s'expose. Celui qui se tait intelligemment est respecté. Vous apprenez à utiliser le silence comme une réponse, comme une protection, parfois comme une arme discrète. Mais le regard des autres ne sert pas uniquement à contraindre. Il sert aussi à transmettre. En observant les réactions du groupe, vous comprenez ce qui est valorisé. Le courage mesuré, la loyauté, la retenue, le respect des anciens. Toutes ces qualités sont renforcées par l'approbation collective, souvent silencieuse, mais profondément ressentie. Un simple signe de reconnaissance peut suffire à vous apaiser. Un regard bienveillant, une absence de reproche, une place conservée parmi les autres. Ces petites validations nourrissent le sentiment d'appartenir pleinement à la communauté. Et ce sentiment est précieux, presque vital. Car être rejeté du regard collectif, c'est bien plus qu'être critiqué. C'est risquer l'isolement, la perte de soutien, la fragilisation face aux dangers extérieurs. Dans l'Antiquité, vivre sans le regard protecteur du groupe, c'est vivre exposé, vulnérable, presque condamné. Vous comprenez alors pourquoi ce regard est si puissant. Il maintient l'ordre sans violence apparente. Il évite les conflits ouverts.
Il canalise les comportements. Il transforme chacun en acteur de la surveillance collective, mais aussi de la cohésion sociale. Et même lorsque vous êtes seul, retiré du tumulte, ce regard continue de vous accompagner. Il est devenu une partie de vous. Une présence intérieure qui vous guide, vous freine, vous rassure parfois. Vous n'agissez plus seulement en fonction de ce que vous voulez, mais de ce que vous savez acceptable. C'est ainsi que le regard des autres traverse les siècles. Il change de forme, de contexte, mais jamais de fonction. Il s'inscrit dans les corps, dans les réflexes, dans les hésitations. Il devient une règle silencieuse, plus ancienne que les lois, plus durable que les institutions. Car tant que les êtres humains vivent ensemble, le regard des autres reste l'un des piliers invisibles de toute société. À mesure que vous avancez dans la vie, vous comprenez que le regard des autres ne se contente plus seulement d'observer vos gestes présents. Il conserve une mémoire collective, diffuse, mais tenace. Ce que vous avez fait hier continue d'exister aujourd'hui et pèsera encore demain. C'est ainsi que naît la réputation. Dans le monde antique, votre nom n'est jamais neutre. Il transporte avec lui une histoire, parfois courte, parfois longue, mais toujours signifiante. Lorsque l'on prononce votre nom, il évoque immédiatement quelque chose. Une famille, un comportement, une attitude passée. Vous êtes rarement jugé uniquement sur l'instant. Vous êtes évalué à travers ce que l'on croit savoir de vous. Très tôt, vous sentez que deux forces opposées structurent profondément la vie sociale. L'honneur et la honte. Elles ne sont pas abstraites, elles se ressentent physiquement. L'honneur redresse le dos, apaise la respiration, rend les gestes plus sûrs. La honte, elle, alourdit le corps, fait baisser les yeux, donne envie de se faire discret, presque invisible. L'honneur n'est pas seulement une qualité morale, c'est un capital social. Il se gagne lentement, par une accumulation de comportements jugés justes, mesurés, conformes aux attentes du groupe. Il se transmet parfois aussi par la naissance. Vous héritez d'une réputation avant même d'avoir agi. Une famille respectée vous protège, une famille mal vue vous expose. Vous comprenez vite que l'honneur ne se proclame pas. Celui qui se vante perd souvent ce qu'il cherche à afficher. L'honneur véritable se reconnaît dans le silence des autres, dans leur confiance implicite, dans la manière dont on vous laisse parler sans vous interrompre. Il se manifeste dans ces détails presque imperceptibles, qui disent votre place dans la communauté. La honte, à l'inverse, est redoutée plus que la punition. Elle isole, elle colle à la peau. Elle ne disparaît pas facilement. Un acte jugé honteux peut poursuivre un individu pendant des années, parfois toute une vie. Même lorsque la faute est ancienne, même lorsque le contexte a changé, le souvenir demeure. Vous observez comment les anciens parlent de ceux qui ont failli. Les phrases sont courtes, les regards appuyés. On ne raconte pas toujours les faits en détail, mais on laisse entendre, et cette insinuation suffit. La honte se transmet ainsi, de bouche à oreille, sans jamais avoir besoin d'être clairement formulée. Dans ce monde ancien, préserver son honneur est une préoccupation constante. Il influence vos choix, vos relations, vos silences. Vous évitez certaines situations non pas par peur du danger physique, mais par crainte de l'humiliation. Être ridiculisé, être publiquement désavoué, peut être plus douloureux qu'une blessure. Vous sentez aussi que l'honneur n'est pas individuel au sens moderne. Il est profondément collectif. Votre comportement engage votre famille, votre clan, parfois votre village entier. Une faute personnelle rejaillit sur les autres. Cette responsabilité partagée rend chaque geste plus lourd, plus chargé de conséquences. Ainsi, vous apprenez à vous contenir, à mesurer vos paroles, à anticiper l'effet de vos actes non seulement sur vous-même, mais sur ceux qui vous entourent. Cette vigilance constante est épuisante, mais elle est valorisée. Elle est le signe d'une personne digne, respectable. La honte, elle, agit comme un rappel permanent des limites à ne pas franchir. Elle est utilisée comme un outil social puissant. On n'a pas besoin de loi écrite pour savoir ce qui est inacceptable. Il suffit de voir comment le groupe traite celui qui a transgressé. L'évitement, le silence, les murmures, suffisant à faire passer le message. Vous comprenez alors que l'honneur
et la honte sont des piliers invisibles de la société antique. Ils régulent les comportements, ils maintiennent l'ordre, ils créent une pression constante, mais aussi une forme de cohésion. Chacun sait ce qu'il risque à s'écarter du chemin. Et même lorsque les générations passent, même lorsque les coutumes évoluent, cette logique demeure. L'honneur continue de se chercher, la honte continue d'être redoutée. Elle change de visage, mais pas de fonction. Car tant que la réputation compte, l'honneur et la honte restent des forces silencieuses, mais profondément agissantes. Avec le temps, vous comprenez que l'honneur et la honte ne sont pas seulement des idées abstraites que l'on vous inculque. Ce sont des forces qui façonnent les corps, les attitudes, les trajectoires entières. Elles s'insinuent dans la vie quotidienne, jusque dans les gestes les plus ordinaires, ceux auxquels on ne pense même plus. Vous remarquez que l'on marche différemment selon la réputation que l'on porte. Celui qui est respecté avance sans hâte, sans crainte. Il prend sa place naturellement. On s'écarte légèrement sur son passage. À l'inverse, celui dont le nom est entaché semble toujours chercher à se faire petit. Son regard se baisse, ses épaules se voûtent, comme si le poids invisible de la honte appuyait sur son dos. Dans le monde antique, la réputation circule vite. Elle ne connaît ni repos ni oubli véritable. Les récits se transmettent autour du feu, sur les places, lors des travaux partagés. Ils sont parfois déformés, amplifiés, simplifiés, mais ils conservent toujours un noyau puissant. Une action passée devient un symbole qui définit un individu bien plus que 1000 explications. Vous comprenez alors que l'honneur n'est jamais acquis définitivement, il se défend chaque jour. Un comportement irréprochable aujourd'hui ne protège pas d'un faux pas demain. Cette fragilité constante entretient une vigilance permanente. Vous pesez vos choix, non seulement pour ce qu'ils vous apportent, mais pour ce qu'ils diront de vous aux autres. La honte, elle, agit souvent en silence. Elle n'a pas besoin d'être criée pour être efficace. Elle se glisse dans les regards évités, dans les conversations qui s'interrompent lorsque vous approchez. Elle se manifeste dans l'absence d'invitation, dans le fait que l'on ne vous demande plus votre avis. Peu à peu, elle isole. Vous observez aussi que certaines hontes sont jugées plus lourdes que d'autres. Il y a celles qui peuvent être pardonnées, oubliées avec le temps, et celles qui marquent durablement. Trahir la confiance, rompre une parole donnée, manquer de respect aux anciens ou aux dieux, sont des fautes qui laissent des traces profondes. Elles touchent au cœur même de l'ordre social. Dans ces sociétés anciennes, réparer l'honneur est parfois possible, mais jamais facile. Il faut du temps, des actes répétés, une patience immense. Parfois, il faut accepter une humiliation publique, un rituel de réparation, une mise à l'épreuve. Ces démarches ne servent pas seulement à punir, mais à montrer au groupe que l'ordre est rétabli. Vous sentez alors combien l'honneur et la honte sont des outils de mémoire collective. Ils permettent au groupe de se souvenir de ce qui est acceptable et de ce qui ne l'est pas. Ils gravent les normes dans les esprits bien plus efficacement que des règles écrites. Car on oublie un texte, mais on n'oublie pas une humiliation vécue ou observée. Cette logique influence profondément les relations humaines. L'amitié, l'entraide, la solidarité dépendent souvent de la réputation. On aide plus volontiers celui qui est perçu comme honorable. On se méfie de celui dont le passé est trouble. Ainsi, l'honneur devient une monnaie sociale, invisible mais déterminante. Vous comprenez aussi que la réputation dépasse l'individu. Elle s'étend aux familles, aux lignées, parfois sur plusieurs générations. Les actes des parents pèsent sur les enfants. Les choix d'un ancêtre continuent d'influencer la manière dont on vous regarde. Cette continuité renforce encore le poids des règles sociales. Ce que vous faites aujourd'hui façonne le monde de demain. Peu à peu, vous intégrez ces mécanismes au point de ne plus les questionner. Vous ressentez la fierté lorsque votre comportement est reconnu comme digne. Vous ressentez la brûlure de la honte avant même qu'elle ne soit exprimée. Votre conscience devient le prolongement du regard collectif. Et c'est ainsi que l'honneur et la honte traversent les siècles. Même lorsque les formes de la société changent, même lorsque les lois évoluent, cette logique persiste. Les mots changent parfois, les contextes aussi, mais le besoin d'être estimé, reconnu, respecté demeure.
Car tant que les êtres humains vivent en groupe, la réputation reste un fil invisible, tendu entre chacun, capable de soutenir ou de faire chuter. À force de vivre au milieu des autres, vous comprenez peu à peu que le monde n'est pas seulement structuré par des règles invisibles, mais aussi par des niveaux, des hauteurs et des profondeurs sociales. Une hiérarchie discrète, parfois évidente, parfois subtile, mais toujours présente. Elle ne se proclame pas toujours à voix haute, pourtant chacun la ressent. Dans les sociétés antiques, savoir où est sa place est une compétence essentielle. Ce n'est pas une question de mérite personnel au sens moderne, c'est un équilibre ancien, hérité, accepté. Votre position dépend de votre naissance, de votre âge, de votre sexe, de votre rôle dans la communauté. Et très tôt, vous sentez que cette place n'est pas négociable. Vous observez comment les corps se répartissent dans l'espace. Qui s'assoit près du centre, qui reste en retrait, qui parle sans être interrompu, qui attend qu'on lui donne la parole. Ces détails vous frappent, même si vous ne sauriez pas encore les expliquer. L'espace lui-même devient un langage silencieux, une carte de la hiérarchie sociale. Dans une maison, dans une cour, sur une place, chacun semble savoir instinctivement où se tenir. Vous remarquez que certaines personnes ne se déplacent jamais seules. D'autres, au contraire, circulent librement. Vous sentez que tout cela n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'un ordre profondément ancré. Vous apprenez que la hiérarchie n'est pas seulement imposée de l'extérieur, elle est intériorisée. Celui qui occupe une position élevée n'a souvent pas besoin de la rappeler. Sa posture, son calme, la manière dont les autres réagissent à sa présence suffisent. À l'inverse, celui qui est plus bas dans l'échelle sociale apprend à se rendre discret, à ne pas déranger. Dans l'Antiquité, ne pas respecter la hiérarchie est perçu comme une faute grave. Ce n'est pas seulement un manque de politesse, c'est une menace pour l'ordre collectif. Vous comprenez que contester sa place, c'est risquer le déséquilibre, le conflit, parfois la violence. Alors vous apprenez à reconnaître les signes, à anticiper. Vous observez les enfants autour de vous. Très tôt, ils reproduisent ces comportements. Certains donnent sur des ordres sans même s'en rendre compte. D'autres obéissent bien naturellement. Personne ne leur a expliqué pourquoi, mais ils le savent déjà. La hiérarchie se transmet ainsi, par imitation, par répétition, par observation silencieuse. Vous sentez aussi que cette structure apporte une forme de sécurité. Chacun sait ce qu'il peut faire, ce qu'il doit faire, ce qu'il ne fera jamais. Cette clarté évite bien des tensions. Elle réduit l'incertitude. Dans un monde où la survie est fragile, cette stabilité est précieuse. Mais cette hiérarchie a aussi un poids. Elle limite les possibles. Elle enferme parfois. Vous comprenez que certains chemins vous seront fermés, non pas à cause de vos capacités, mais à cause de votre position. Cette réalité est acceptée comme une évidence. La question ne se pose même pas. Vous apprenez alors à ajuster vos attentes, à désirer ce qui est jugé accessible, à ne pas rêver trop haut. Cette adaptation n'est pas vécue comme une résignation consciente, mais comme un ajustement naturel. Vos ambitions se moulent à la forme de la société qui vous entoure. Dans ce monde ancien, la hiérarchie est partout. Elle traverse les relations familiales, les activités quotidiennes, les rituels, les échanges. Elle structure les rapports entre les générations, entre les sexes, entre les statuts. Elle définit qui protège et qui est protégé, qui décide et qui exécute. Et pourtant, cette hiérarchie n'est pas toujours vécue comme injuste. Elle est perçue comme l'ordre normal des choses. Un ordre voulu par les dieux, par les ancêtres, par la tradition. La remettre en cause serait remettre en cause le monde lui-même. Vous sentez alors combien cette logique est puissante. Elle ne repose pas sur la force brute, mais sur l'acceptation collective. Chacun contribue à la maintenir, souvent sans même en avoir conscience. En respectant sa place, on renforce celle des autres. Et c'est ainsi que, jour après jour, génération après génération, la hiérarchie se perpétue. Elle change parfois de visage, de justification, mais elle conserve sa fonction essentielle. Organiser le monde humain, donner un sens à la place de chacun. Car dans les sociétés antiques, savoir où l'on se tient, c'est déjà savoir comment survivre. Avec le temps, vous ne vous contentez plus de reconnaître la hiérarchie autour de vous. Vous la ressentez en vous.
Elle façonne votre manière de penser, d'espérer, de vous projeter dans l'avenir. Elle devient une évidence intérieure, presque une loi naturelle, comme le rythme des saisons ou la course du soleil. Vous remarquez que chacun porte sa place dans son corps. Celui qui commande se tient droit, occupe l'espace sans hésitation. Ses gestes sont lents, maîtrisés, comme s'il n'avait jamais besoin de se presser. À l'inverse, celui qui obéit se déplace avec précaution. Il évite de gêner. Il anticipe les désirs des autres avant même qu'ils ne soient exprimés. Cette hiérarchie se manifeste dans les détails les plus infimes. Dans la façon de saluer, dans l'ordre des paroles, dans la manière de s'asseoir ou de rester debout. Vous apprenez qu'il est malvenu de regarder trop longtemps quelqu'un de plus élevé que vous, que certaines questions ne doivent pas être posées, que certaines opinions doivent rester à l'intérieur de vous. Dans l'Antiquité, la hiérarchie ne concerne pas seulement les hommes entre eux. Elle structure aussi le rapport au sacré, aux dieux, aux ancêtres. Certains ont le droit de parler au nom du divin. D'autres se contentent d'écouter et d'obéir. Cette organisation donne au monde une cohérence rassurante. Chacun sait vers qui se tourner et à qui il doit répondre. Vous comprenez peu à peu que la hiérarchie est présentée comme nécessaire à l'équilibre du groupe. Sans elle, dit-on, ce serait le désordre. Les conflits éclateraient. Les plus forts imposeraient leurs lois sans retenue. La hiérarchie est donc perçue comme une protection, même pour ceux qu'elle place en bas. Et pourtant, vous sentez parfois une tension sourde, une frustration discrète, car respecter sa place, c'est aussi renoncer à certaines possibilités. Vous voyez des personnes capables, intelligentes, habiles, qui ne pourront jamais dépasser leurs conditions. Non pas parce qu'elles manquent de valeur, mais parce que l'ordre social l'interdit. Mais cette injustice n'est presque jamais formulée ainsi. Elle est enveloppée dans le langage de la tradition, de la volonté divine, de l'ordre naturel. Remettre en question la hiérarchie, ce n'est pas seulement critiquer un individu, c'est menacer tout l'édifice social. Et cette idée est profondément ancrée. Vous observez comment les anciens racontent le monde. Leurs récits justifient toujours l'ordre établi. Ils expliquent pourquoi certains commandent et d'autres obéissent, pourquoi certaines familles sont honorées et d'autres méprisées. Ces récits sont répétés, transmis, intégrés dès l'enfance. Ils rendent la hiérarchie acceptable, presque évidente. Avec le temps, vous cessez de vous demander si votre place est juste. Vous vous demandez seulement comment bien l'occuper, comment être digne de ce rôle qui vous a été assigné, comment éviter la honte liée à un manquement. Cette adaptation est une forme de survie psychologique. Elle permet de vivre sans être constamment en révolte contre un monde immuable. Vous comprenez aussi que la hiérarchie offre parfois des chemins de protection. Être soumis à une autorité, c'est aussi être pris en charge. Les décisions difficiles sont prises par d'autres. Les responsabilités sont réparties. Dans un monde instable, cette délégation peut être rassurante. Mais cette protection a un revers. Elle exige l'obéissance. Elle limite la parole. Elle impose le silence dans de nombreuses situations. Vous apprenez à accepter des décisions que vous ne comprenez pas toujours. À faire confiance à ceux qui sont au-dessus, même lorsqu'ils se trompent. La hiérarchie est ainsi un équilibre fragile entre sécurité et contrainte. Elle apaise autant qu'elle frustre. Elle donne un cadre, mais elle enferme. Et pourtant, la plupart du temps, vous ne la remettez pas en cause, car elle est partout. Elle est partagée par tous. Elle est soutenue par le regard collectif. Même lorsque quelqu'un transgresse cet ordre, le groupe réagit vite. Les rappels à l'ordre peuvent être subtils ou brutaux, mais ils sont efficaces. La hiérarchie se défend elle-même, à travers les regards, les murmures, parfois les sanctions. Elle se referme comme une blessure qui cicatrise. Et c'est ainsi que cette structure traverse les siècles. Les formes changent, les titres évoluent, les justifications se transforment, mais le besoin humain de classer, d'ordonner, de savoir qui commande et qui obéit demeure. Car dans les sociétés humaines, anciennes comme modernes, la hiérarchie n'est pas seulement une organisation sociale. C'est une manière de rendre le monde lisible et supportable. À mesure que vous grandissez dans ce monde ancien, vous découvrez que les règles sociales ne s'arrêtent pas aux gestes, aux paroles,
ou à la place que l'on occupe. Elles descendent plus bas, plus profondément. Elles s'inscrivent dans le corps lui-même. Votre corps n'est pas seulement à vous. Il est observé, jugé, encadré. Il devient un territoire social. Très tôt, vous comprenez que tout ne peut pas être montré. Certaines parties du corps doivent rester cachées. Certains gestes doivent être contenus. Certaines postures sont acceptables. D'autres provoquent le malaise. Personne ne vous explique longuement pourquoi. On vous corrige. On détourne le regard. On vous rappelle à l'ordre par un silence ou un froncement de sourcils. Dans l'Antiquité, le corps parle avant les mots. Il révèle votre statut, votre discipline, votre appartenance. La manière dont vous vous tenez, dont vous marchez, dont vous utilisez vos mains, en dit long sur vous. Un corps trop relâché est suspect. Un corps trop expressif peut être jugé indécent. La retenue est une qualité apprise très tôt. Vous sentez que votre corps doit être maîtrisé. Non pas au sens de la performance, mais au sens du contrôle. Il faut savoir quand s'asseoir, quand se lever, quand rester immobile. Il faut apprendre à supporter l'inconfort sans se plaindre. La douleur, la fatigue, le froid font partie de la vie, et les montrer excessivement est souvent mal vu. La pudeur n'est pas seulement liée à la nudité. Elle concerne aussi les émotions corporelles. Pleurer, trembler, rire trop fort sont des actes qui exposent. Vous apprenez à dissimuler ce que votre corps ressent, à présenter une surface calme, même lorsque l'intérieur est agité. Cette retenue est valorisée, perçue comme une preuve de maturité et de respect. Vous observez que ces règles varient selon les personnes. Les corps ne sont pas tous soumis aux mêmes attentes. Selon l'âge, le sexe, le statut, ce qui est acceptable change. Certains corps ont le droit d'être vus, d'autres doivent leur se faire discrets. Certains peuvent que s'exprimer librement, d'autres doivent se contenir davantage. Dans ce monde ancien, le corps féminin et le corps masculin ne sont pas perçus de la même manière. Chacun est entouré de règles spécifiques, de limites précises. Ces règles sont présentées comme naturelles, évidentes, allant de soi. Vous les intégrez sans toujours les comprendre, simplement parce qu'elles sont partout. Le vêtement devient alors un outil essentiel. Il ne sert pas seulement à se protéger du froid ou du soleil. Il indique la place, le rôle, le degré de respectabilité. Vous apprenez à reconnaître ce que portent les anciens, les travailleurs, les figures d'autorité. Vous sentez que mal s'habiller, c'est déjà transgressé. Votre corps doit aussi apprendre à se taire. Certains besoins doivent être ignorés ou différés. La faim, la fatigue, l'envie de repos ne sont pas toujours des excuses recevables. On vous apprend à attendre, à endurer. Cette capacité est admirée. Elle montre que vous êtes capable de vous conformer aux exigences du groupe. Peu à peu, vous intériorisez ces règles au point de ne plus les ressentir comme une contrainte extérieure. Elles deviennent des réflexes. Vous corrigez votre posture sans y penser. Vous ajustez votre tenue instinctivement. Vous ressentez la gêne avant même que quelqu'un ne vous la fasse sentir. Vous comprenez alors que le contrôle du corps est l'une des bases les plus anciennes de l'ordre social. Un corps discipliné est un corps prévisible, et un corps prévisible est rassurant pour le groupe. Il ne crée pas de surprise, pas de trouble, pas de désordre. Dans les moments collectifs, cette discipline est encore plus visible. Les corps s'alignent, se synchronisent, chacun adopte la posture attendue. Cette harmonie corporelle renforce le sentiment d'appartenance. Vous vous sentez à votre place lorsque votre corps agit comme celui des autres. Mais cette discipline a aussi un prix. Elle peut étouffer. Elle peut créer une distance entre ce que vous ressentez et ce que vous montrez. Vous apprenez à vivre avec cette séparation. Elle devient normale, elle devient même invisible. Et c'est ainsi que, bien avant les lois écrites, bien avant les discours moraux, les sociétés antiques ont inscrit leurs règles dans la chair même des individus. Car contrôler les corps, c'est souvent la manière la plus durable de structurer une société. Avec le temps, vous prenez conscience que ces règles du corps ne sont pas seulement imposées de l'extérieur. Elles ont pénétré profondément votre manière d'être. Elles ont façonné votre rapport à vous-même. Vous ne vous demandez plus si un geste est autorisé ou non. Votre corps le sait avant votre esprit. Il se retient, se corrige, s'ajuste de lui-même. Dans ce monde ancien, le corps devient une frontière,
une limite visible entre ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Vous sentez cette frontière lorsque vous approchez trop près de quelqu'un, lorsque vous parlez trop fort, lorsque vos mouvements deviennent trop amples. Une gêne diffuse apparaît. Elle vous ralentit, elle vous avertit que vous êtes sur le point de dépasser ce qui est permis. Vous remarquez que cette gêne est partagée. Elle circule entre les corps comme une onde silencieuse. Lorsqu'un individu transgresse les règles de pudeur, l'inconfort se propage. Les regards se détournent, les corps se raidissent. Le groupe réagit instinctivement, sans avoir besoin de mots. Cette réaction collective renforce la norme, encore et encore. Peu à peu, vous comprenez que le corps est aussi un marqueur moral. Un corps maîtrisé est associé à la vertu. Un corps jugé trop expressif, trop visible, trop libre, est rapidement suspecté de désordre intérieur. Ainsi, la discipline corporelle devient une preuve de valeur morale, de fiabilité, parfois même de proximité avec le sacré. Dans l'Antiquité, cette idée est profondément enracinée. On pense que l'ordre du monde se reflète dans l'ordre des corps. Un corps bien tenu participe à l'harmonie générale. À l'inverse, un corps indiscipliné est perçu comme une menace potentielle, un signe de chaos. Vous grandissez avec cette conviction sans toujours la formuler clairement. Vous observez que certaines situations exigent un contrôle encore plus strict. Lors des rituels, des cérémonies, des moments sacrés, le corps doit se faire presque immobile. Chaque geste est codifié. Chaque posture a un sens. Vous sentez que le moindre écart serait une faute, non seulement envers les autres, mais envers l'ordre invisible qui régit le monde. Cette maîtrise du corps s'étend aussi à la sexualité, même si elle n'est que rarement évoquée ouvertement. Le désir est entouré de silence, de règles implicites, de limites précises. Vous comprenez que certaines envies doivent rester secrètes, contenues, canalisées. Leur expression est strictement encadrée, souvent réservée à des moments, des lieux, des cadres précis. Vous apprenez ainsi à compartimenter, à séparer ce qui se montre de ce qui se cache, à construire une distance entre votre corps intime et votre corps social. Cette séparation est parfois source de tension, mais elle est considérée comme normale. Elle fait partie du passage à l'âge adulte, de l'intégration pleine et entière dans la communauté. Avec les années, cette discipline corporelle devient presque invisible. Vous ne la vivez plus comme une contrainte, mais comme une seconde nature. Vous ressentez même une forme de malaise lorsque quelqu'un agit différemment. Son corps vous semble étrange, dérangeant, difficile à comprendre. Vous réalisez alors que les règles ont réussi. Elles ont façonné votre sens du normal. Vous remarquez aussi que ces règles évoluent lentement. Elles peuvent changer de forme, s'adapter aux époques, mais leur cœur demeure. La pudeur reste une valeur. Le contrôle du corps reste un signe de respectabilité. Même lorsque les vêtements, les usages, les contextes se transforment, l'idée que le corps doit être encadré persiste. Dans ce monde antique, le corps n'est jamais neutre. Il est porteur de messages, de symboles, d'attentes. Il est le premier lieu où s'inscrit la société. Avant même que vous sachiez expliquer les règles, votre corps les applique déjà, avec une précision presque parfaite. Et lorsque vous observez les générations suivantes, vous reconnaissez les mêmes gestes, les mêmes retenues, les mêmes hésitations. Vous voyez les enfants apprendre comme vous avez appris sans le savoir. Vous comprenez alors que ces règles sont parmi les plus durables qui soient. Car on peut oublier des lois, on peut contester des traditions, mais ce qui est inscrit dans le corps met des siècles à disparaître. Avec les années, vous comprenez que derrière toutes ces règles, derrière la hiérarchie, le regard des autres et la discipline du corps, se cache une exigence fondamentale: obéir. Non pas toujours par conviction, ni même par respect sincère, mais parce que l'obéissance est perçue comme une condition de survie. Dans le monde antique, elle n'est pas une faiblesse, elle est une stratégie. Vous observez que l'obéissance commence très tôt. Avant même de savoir parler correctement, on vous apprend à répondre à un geste, à un ton, à un regard. Vous comprenez qu'il existe des ordres qui ne se discutent pas. Ils ne sont pas toujours criés. Parfois, ils sont murmurés. Parfois, ils sont simplement suggérés. Mais vous sentez qu'ils doivent être suivis. Dans votre quotidien,
Cette obéissance structure tout. Le rythme des journées, les tâches à accomplir, les déplacements, les pauses, les efforts. Vous savez quand il faut agir et quand il faut attendre. Cette attente est une part essentielle de votre apprentissage. Attendre que l'on vous autorise, attendre que l'on vous appelle, attendre que le moment soit jugé opportun. Vous comprenez peu à peu que celui qui obéit est rarement seul face au danger. L'obéissance crée des liens. Elle inscrit l'individu dans un réseau de protection. En respectant l'ordre établi, vous montrez que vous êtes fiable, prévisible, digne de confiance. Et cette confiance peut, un jour, vous sauver. Dans l'Antiquité, la désobéissance est rarement perçue comme une simple erreur. Elle est vue comme une menace, une fissure dans l'ordre collectif. Car si l'un commence à ne plus obéir, qu'est-ce qui empêchera les autres d'en faire autant ? Vous sentez cette peur diffuse, presque instinctive, qui pousse le groupe à réagir rapidement face à toute transgression. Vous observez comment l'autorité s'exerce ? Elle n'a pas toujours besoin de violence. Souvent, elle repose sur l'habitude, sur l'idée que les choses ont toujours été ainsi. Les figures d'autorité parlent peu, mais leurs paroles ont du poids. Elles sont soutenues par la tradition, par le sacré, par la mémoire collective. Vous apprenez à reconnaître ces figures. Leur présence impose le silence. Leur parole clôt la discussion. Même lorsqu'une décision vous semble incompréhensible ou injuste, vous sentez qu'il est dangereux de la contester ouvertement. Le coût de la désobéissance est trop élevé. Mais cette obéissance n'est pas toujours aveugle. Elle est souvent mêlée de calcul. Vous choisissez quand obéir avec zèle, quand obéir discrètement, quand ralentir sans être remarqué. Cette finesse est une compétence sociale précieuse. Elle permet de survivre sans se briser. Vous remarquez aussi que l'obéissance est valorisée moralement. On loue ceux qui respectent l'ordre, qui acceptent leur sort, qui ne remettent pas tout en question. Ces individus sont présentés comme sages, mûrs, responsables. À l'inverse, ceux qui résistent sont décrits comme dangereux, instables, ingrats. Peu à peu, vous intégrez cette logique. Vous commencez à ressentir de la fierté lorsque vous obéissez correctement, lorsque vous accomplissez ce qui est attendu sans protester. Cette fierté est renforcée par le regard des autres, par la reconnaissance silencieuse du groupe. Dans ce monde ancien, obéir, c'est aussi se libérer d'un poids, celui de la décision, celui de la responsabilité ultime. En obéissant, vous déléguez une part de votre inquiétude. Vous vous dites que si l'ordre vient d'en haut, alors la faute ne peut pas être entièrement la vôtre. Cette pensée est rassurante. Vous sentez que cette logique s'enracine profondément. Elle façonne votre rapport au pouvoir, à la loi, à l'autorité. Elle vous apprend que la stabilité vaut parfois plus que la justice, que l'ordre vaut parfois plus que la vérité. Ces idées s'installent lentement, sans bruit. Et même lorsque vous êtes témoin d'injustices évidentes, votre premier réflexe n'est pas toujours de les dénoncer. Il est souvent de vous demander jusqu'où il est prudent d'aller. Où se situe la limite entre la survie et la révolte. Cette hésitation est le fruit de siècles d'apprentissage collectif. Ainsi, dans l'Antiquité, l'obéissance n'est pas seulement une contrainte imposée par les puissants. Elle est un compromis accepté par les individus. Un pacte tacite. En échange de votre soumission, vous obtenez une place, une protection, une forme de continuité. Et ce pacte, transmis de génération en génération, explique pourquoi l'obéissance reste l'une des règles sociales, les plus anciennes et les plus difficiles à briser. Vous comprenez que l'obéissance ne se limite pas à répondre à des ordres explicites. Elle devient une manière de penser, une façon d'anticiper ce que l'autorité attend de vous, avant même qu'elle ne s'exprime. Vous n'attendez plus qu'on vous dise quoi faire. Vous devinez, vous ajustez, vous vous conformez de vous-même. Dans le monde antique, cette obéissance intériorisée est considérée comme une vertu. Elle prouve que vous avez compris votre place, que vous êtes capable de vous fondre dans l'ordre collectif sans créer de friction. Celui qui obéit sans qu'on le lui rappelle est perçu comme fiable, mature, digne de confiance. Vous observez comment les plus anciens transmettent cette attitude. Ils ne donnent pas toujours des ordres directs. Ils montrent, ils suggèrent, ils racontent des exemples. Des histoires où la désobéissance mène au malheur, à l'exclusion, parfois à la mort.
Ces récits marquent les esprits bien plus que n'importe quelle menace immédiate. Peu à peu, vous apprenez à associer l'obéissance à la sécurité. Lorsque vous respectez les règles, lorsque vous suivez les décisions prises par ceux qui commandent, le monde semble plus stable. Les conflits sont évités. Les sanctions restent lointaines. Cette impression de calme renforce votre attachement à l'ordre établi. Mais vous comprenez aussi que cette obéissance a un coût intérieur. Elle exige de réprimer certaines pensées, certains élans. Vous apprenez à ne pas toujours dire ce que vous pensez, à ne pas toujours faire ce que vous jugez juste. Cette retenue crée parfois une tension silencieuse, une fatigue morale que l'on n'exprime pas. Dans l'Antiquité, cette tension est rarement reconnue. Elle est considérée comme normale. Chacun porte ce poids. Se plaindre serait déjà une forme de désobéissance. Vous apprenez donc à vivre avec cette contradiction. Savoir que quelque chose vous heurte, mais accepter de vous taire pour préserver votre place. Vous observez aussi que l'obéissance n'est pas répartie équitablement. Certains obéissent beaucoup, d'autres très peu. Ceux qui sont en haut de la hiérarchie donnent les ordres, mais sont rarement soumis aux mêmes contraintes. Cette asymétrie est visible, mais rarement contestée ouvertement. Elle est justifiée par la tradition, par l'âge, par la volonté des dieux. Vous comprenez alors que l'obéissance est un langage. Elle permet de montrer son appartenance au groupe, de prouver sa loyauté, de signaler que l'on partage les mêmes valeurs, les mêmes peurs, les mêmes priorités. Refuser d'obéir, c'est risquer de parler une autre langue que celle du groupe. Dans les moments de crise, cette logique devient encore plus forte. Face à la famine, à la guerre, à la maladie, l'obéissance est présentée comme la seule voie possible. Il faut suivre les décisions prises, même si elles sont dures, même si elles semblent injustes, car le désordre serait pire encore. Vous sentez alors combien cette règle est profondément ancrée. Elle ne repose pas seulement sur la peur de la punition, mais sur la peur du chaos, la peur de voir le monde se défaire si chacun commence à agir selon sa propre volonté. Cette peur est transmise très tôt, souvent sans mots. Peu à peu, vous associez l'obéissance à la notion de bien commun. On vous apprend que votre intérêt personnel doit parfois s'effacer devant celui du groupe. Cette idée est répétée, incarnée, valorisée. Elle devient une évidence morale. Se sacrifier, obéir, endurer sont présentés comme des actes nobles. Mais cette noblesse est souvent silencieuse. Elle ne reçoit pas toujours de récompense visible. Vous apprenez à ne pas attendre de reconnaissance, à considérer l'obéissance comme un devoir, non comme un mérite. Cette humilité est valorisée. Elle renforce encore l'ordre social. Avec les années, cette obéissance devient presque automatique. Vous n'avez plus besoin d'y penser. Elle guide vos choix, vos réactions, vos silences. Même lorsque vous êtes seul, même lorsque personne ne vous observe, vous continuez d'agir comme si l'autorité était présente. Et c'est ainsi que cette règle traverse les siècles. Les formes de pouvoir changent, les dirigeants changent, les lois évoluent. Mais cette habitude profondément humaine demeure, celle de chercher la sécurité dans l'obéissance, même lorsque celle-ci coûte une part de liberté. Car dans les sociétés humaines, anciennes comme modernes, obéir n'est pas seulement un acte imposé. C'est souvent une réponse à la peur, un choix fait pour continuer à vivre ensemble, sans tout remettre en question. Toutes ces règles, ces réflexes, ces manières d'être au monde ne sont presque jamais consignées quelque part. Elles ne sont pas gravées sur des tablettes, ni inscrites sur des murs. Et pourtant, elles survivent. Elles traversent les générations avec une étonnante fidélité. Vous comprenez alors que la transmission la plus puissante n'est pas celle qui s'écrit, mais celle qui se vit. Dans le monde antique, la majorité de ce qui structure la société ne passe pas par l'écrit. L'écrit existe parfois, mais il reste rare, réservé à certains usages, à certains groupes. La vie quotidienne, elle, repose sur autre chose, sur l'observation, la répétition, l'imitation. Vous apprenez en regardant faire, en reproduisant les gestes, en ajustant peu à peu votre comportement à celui des autres. Dès l'enfance, vous êtes plongé dans ce bain silencieux. Personne ne vous fait un long discours sur la manière de saluer, de manger, de vous comporter face aux anciens. On vous montre. On vous corrige doucement. Un geste est repris.
Une parole est interrompue. Un regard suffit à signaler l'erreur. Vous recommencez. Vous mémorisez sans en avoir conscience. Vous remarquez que ce mode de transmission est incroyablement efficace. Il ne demande ni effort conscient, ni réflexion abstraite. Il s'inscrit dans le corps, dans les automatismes. Vous n'avez pas besoin de vous souvenir d'une règle précise. Vous la sentez. Elle se manifeste sous forme de gêne, d'hésitation ou au contraire de fluidité lorsque vous agissez correctement. Dans les gestes les plus simples, vous percevez cette mémoire ancienne, la manière de partager un repas, l'ordre dans lequel chacun se sert, la façon de remercier ou de ne pas remercier. Chaque détail a été répété des milliers de fois avant vous. Vous n'êtes qu'un maillon de cette chaîne ininterrompue. Vous observez les anciens avec attention. Leur autorité ne vient pas seulement de leur âge, mais de leur rôle de passeur. Ils incarnent la norme. Leur manière d'agir devient un modèle. Même lorsqu'ils ne parlent pas, ils enseignent. Leur silence est parfois plus instructif que leurs paroles. Vous comprenez aussi que cette transmission sans écriture permet une grande stabilité. Les règles ne sont pas remises en question parce qu'elles ne sont jamais formulées clairement. On ne discute pas ce qui n'est pas explicitement énoncé. On le fait, tout simplement. Et ce caractère implicite rend les règles particulièrement résistantes au changement. Dans ce monde ancien, oublier une règle écrite est possible. Il suffit de ne plus la lire. Mais oublier une règle incarnée est bien plus difficile. Elle est partout, dans les gestes des autres, dans leurs réactions, dans les conséquences immédiates de vos actes. Vous êtes constamment rappelé à l'ordre, sans violence apparente, simplement par le fonctionnement du groupe. Vous remarquez que les enfants apprennent très vite ce langage silencieux. Ils imitent les adultes avec une précision étonnante. Ils savent déjà ce qui se fait et ce qui ne se fait pas. Bien avant de pouvoir l'expliquer, cette rapidité d'apprentissage montre à quel point la transmission informelle est puissante. Vous comprenez alors que ce mode de transmission crée une continuité presque parfaite. Les règles évoluent lentement, imperceptiblement. Elles se transforment par petites touches au fil des générations, sans rupture brutale. Ce qui change semble toujours avoir été ainsi. Ce qui demeure paraît éternel. Cette continuité est rassurante. Elle donne l'impression d'un monde stable, prévisible. Vous savez à quoi vous attendre. Vous savez comment agir. Vous savez comment être accepté. Dans un univers souvent incertain, cette stabilité est précieuse. Mais cette transmission silencieuse a aussi un revers. Elle rend les règles difficiles à remettre en cause. Puisqu'elles ne sont pas nommées, il est compliqué de les questionner. Vous ressentez parfois un malaise, une incompréhension, sans pouvoir mettre des mots dessus. Vous sentez que quelque chose vous contraint, sans savoir exactement quoi. Pourtant, vous continuez de transmettre, sans y penser. Par vos gestes, par vos réactions, par vos silences. Vous devenez à votre tour un modèle, un repère pour les plus jeunes. Vous perpétuez ce que vous avez appris, même lorsque vous en ignorez l'origine. Et c'est ainsi que, sans livres, sans lois écrites, sans enseignement formel, les règles sociales nées dans l'Antiquité traversent les siècles. Elles vivent dans les corps, dans les habitudes, dans l'évidence du quotidien, car ce que l'on apprend sans jamais l'écrire est souvent ce qui dure le plus longtemps. Dans le monde antique, la parole sert rarement à expliquer les règles. Elle sert surtout à raconter. Des récits, des mythes, des souvenirs, des anecdotes. Ces histoires ne donnent pas d'ordre direct, mais elles dessinent des chemins. Elles montrent ce qui arrive à ceux qui respectent l'ordre et à ceux qui s'en écartent. Vous écoutez ces récits sans toujours les analyser, mais ils laissent une empreinte durable. Vous remarquez que certaines histoires reviennent souvent. Elles sont racontées au même moment, avec les mêmes intonations. Elles parlent de héros respectueux, de figures qui ont su rester à leur place, de personnages punis pour avoir défié l'ordre établi. À force de les entendre, vous comprenez ce qu'il faut admirer et ce qu'il faut éviter, sans qu'on ait jamais besoin de vous le dire clairement. Cette transmission passe aussi par les silences, ce dont on ne parle jamais, les sujets évités, les événements passés sous silence. Vous sentez que certaines choses sont trop lourdes, trop dangereuses, trop honteuses pour être évoquées. Ce silence n'est pas un oubli. C'est une forme de transmission en creux qui vous apprend où se trouvent les limites invisibles. Dans votre quotidien,
Vous observez comment les erreurs sont corrigées. Rarement par de longues explications. Souvent par un geste interrompu, une parole coupée, un regard appuyé. Ces corrections sont discrètes, mais répétées. Elles vous apprennent à ajuster votre comportement avec une grande précision. Vous apprenez vite à anticiper ces rappels pour les éviter. Vous comprenez alors que transmettre sans écrire, c'est transmettre sans figer. Les règles ne sont jamais complètement identiques d'une génération à l'autre, mais elles se ressemblent suffisamment pour être reconnues. Elles s'adaptent aux circonstances, aux changements lents du monde, sans jamais se présenter comme nouvelles. Cette souplesse leur permet de survivre. Vous remarquez aussi que cette transmission repose sur l'émotion. La fierté ressentie lorsqu'un ancien vous regarde avec approbation. La gêne éprouvée lorsque vous sentez une désapprobation diffuse. Ces émotions sont de puissants outils d'apprentissage. Elles ancrent les règles bien plus profondément que des mots abstraits. Peu à peu, vous devenez capable de transmettre à votre tour sans même vous en rendre compte. Vous corrigez un geste maladroit. Vous reproduisez un regard que vous avez vous-même subi. Vous racontez une histoire que l'on vous racontait autrefois. Vous perpétuez des habitudes dont vous ignorez parfois l'origine, mais dont vous ressentez la nécessité. Dans ce monde ancien, la transmission sans écriture crée une continuité presque organique. Les générations se superposent. Les vivants portent en eux une part des morts. Les gestes des ancêtres survivent dans vos mouvements quotidiens. Vous êtes habité par des siècles de répétitions silencieuses. Mais cette continuité a aussi ses limites. Car ce qui se transmet sans être nommé est difficile à transformer. Vous pouvez sentir qu'une règle ne vous convient plus, sans pouvoir la formuler clairement. Vous pouvez ressentir un malaise diffus, sans trouver les mots pour l'exprimer. Ce flou protège l'ordre social, mais il peut aussi enfermer. Pourtant, malgré ces tensions, la transmission continue. Elle se glisse dans les détails, dans la manière de se tenir, dans la façon de parler aux enfants, dans les réactions face à l'inattendu. Elle se fait sans effort conscient, portée par la force de l'habitude et du collectif. Et lorsque les siècles passent, lorsque les cités changent de nom, lorsque les dieux se transforment ou disparaissent, cette transmission silencieuse demeure. Elle traverse les ruptures historiques avec une étonnante résilience. Elle s'adapte, se camoufle, se réinvente, mais ne s'éteint presque jamais. Car ce qui est écrit peut brûler, ce qui est gravé peut s'effacer, mais ce qui est appris par le corps, par l'émotion et par l'imitation, s'inscrit profondément dans le temps long. C'est ainsi que les règles sociales, nées dans l'Antiquité, continuent de vivre, discrètement, bien après que les mots qui les ont justifiées ont été oubliés. À force de vivre dans ce monde ancien, vous finissez par sentir qu'il existe des règles différentes des autres. Des règles que l'on n'enseigne jamais vraiment, que l'on ne transmet pas par des récits ou des gestes précis, mais qui s'imposent, comme des évidences absolues. Ce sont celles que l'on ne discute pas, celles qui ne font même pas l'objet d'un débat intérieur. Vous remarquez très tôt que certaines questions ne sont jamais posées, non pas parce que personne n'y a pensé, mais parce qu'elles semblent interdites par leur simple formulation. Les mots restent coincés dans la gorge. Une hésitation suffit à les étouffer. Vous sentez que les prononcer serait déjà une transgression. Dans l'Antiquité, ce silence autour de certaines règles est lourd de sens. Il ne s'agit pas de lois écrites ou de décisions politiques. Il s'agit de fondations, de piliers invisibles sur lesquels repose tout l'édifice social. Les remettre en cause reviendrait à faire vaciller l'ensemble. Vous comprenez que ces règles concernent souvent ce qu'il y a de plus profond. La place des dieux, l'ordre du monde, la hiérarchie naturelle entre les êtres, la légitimité du pouvoir, la supériorité supposée de certains groupes sur d'autres. Ces idées ne sont pas présentées comme des opinions, mais comme des vérités immuables. Personne ne vous dit explicitement « ceci ne se discute pas ». Pourtant, vous le savez, vous le sentez à la manière dont les conversations s'arrêtent brusquement, à la façon dont les visages se ferment, à ce silence dense qui s'installe lorsqu'un propos s'approche trop près de ces zones interdites. Vous observez que même les plus anciens, ceux qui ont le droit de parler sur presque tout, évinent ces sujets. Ils utilisent des formules vagues, des références au passé, aux ancêtres, aux dieux. Ils détournent la conversation
comme pour protéger quelque chose de fragile et de sacré à la fois. Dans votre quotidien, cette règle du non-dit vous accompagne constamment. Vous savez instinctivement ce qui peut être débattu et ce qui doit être accepté. Certaines décisions peuvent être critiquées à voix basse. D'autres sont accueillies dans un silence respectueux, même lorsqu'elles provoquent de l'incompréhension ou de la douleur. Vous comprenez alors que ces règles indiscutables jouent un rôle essentiel. Elles évitent les conflits permanents. Elles offrent un socle commun à tous, une base partagée qui permet au groupe de fonctionner sans se déchirer. Dans un monde où les ressources sont limitées et les dangers nombreux, cette stabilité est vitale. Mais cette stabilité a un prix. Elle exige l'acceptation, une acceptation parfois aveugle. Vous apprenez à ne pas trop réfléchir à certaines injustices, à certaines souffrances, à certaines contradictions. Vous détournez votre attention. Vous vous concentrez sur ce qui est permis de penser, de dire, de ressentir. Peu à peu, vous intériorisez ces interdits. Ils ne vous apparaissent plus comme des contraintes extérieures, mais comme des limites naturelles de la pensée. Certaines idées ne vous viennent même plus à l'esprit. Elles semblent absurdes, dangereuses, impensables. Vous ne ressentez pas le manque, car vous n'imaginez pas autre chose. Vous observez aussi que ceux qui s'approchent trop près de ces frontières invisibles sont regardés avec méfiance. On les juge imprudents, irrévérencieux, parfois même impies. Leurs paroles dérangent. Elles créent un malaise diffus. Le groupe réagit alors, souvent sans violence, mais avec fermeté. On isole, on discrédite, on fait taire. Dans le monde antique, la sanction la plus efficace n'est pas toujours physique. Elle est sociale. Être perçu comme quelqu'un qui pose de mauvaises questions est dangereux. Vous risquez de perdre la confiance, le soutien, la protection du groupe. Cette menace suffit à maintenir le silence. Vous comprenez alors que ce qui ne se discute pas est souvent ce qui garantit la continuité. Ces règles figées empêchent les remises en cause profondes. Elles figent certaines structures. Elles ralentissent le changement. Mais elles offrent aussi un sentiment de permanence, une illusion de stabilité dans un monde instable. Avec le temps, vous apprenez à vivre avec ces limites. Vous ne les aimez pas toujours, mais vous les acceptez. Vous construisez votre vie à l'intérieur de ce cadre invisible. Vous trouvez des marges de liberté ailleurs, dans les détails, dans les espaces moins surveillés. Et lorsque vous observez les générations suivantes, vous reconnaissez les mêmes silences, les mêmes détours, les mêmes évidences partagées. Vous voyez que ces règles indiscutables ont survécu presque intactes. Elles ont changé de mots, parfois de justification, mais leur fonction demeure. Car dans toute société humaine, ancienne ou moderne, ce qui ne se discute pas, est souvent ce qui façonne le plus profondément les esprits. Ces règles indiscutables ne se contentent pas de fixer des limites extérieures. Elles façonnent aussi votre monde intérieur. Elles dessinent les contours mêmes de ce que vous croyez possible, pensable, imaginable. Vous ne les percevez plus comme des interdits, mais comme l'horizon naturel de votre pensée. Vous remarquez que ces évidences partagées agissent en profondeur. Elles influencent vos rêves, vos peurs, vos projets. Certaines ambitions ne vous viennent jamais à l'esprit, non parce qu'elles sont irréalisables, mais parce qu'elles ne font pas partie du champ du pensable. Elles sont hors cadre, hors monde, hors réalité. Dans le monde antique, ces règles indiscutables sont souvent liées à l'origine des choses, à la manière dont le monde est censé avoir été créé, à l'ordre supposé des êtres, à la place attribuée à chacun par les dieux, par la nature ou par les ancêtres. Remettre en cause cet ordre, ce serait remettre en cause l'équilibre même de l'univers. Vous sentez que ces idées sont protégées avec soin. Elles sont répétées sous forme de proverbes, de formules anciennes, de récits sacrés. Leur répétition constante les rend familières, rassurantes. Elles deviennent une toile de fond permanente que l'on ne remarque plus tant elle est omniprésente. Vous observez que lorsque des événements tragiques surviennent, ces règles servent de refuge. On explique la souffrance par la volonté des dieux, par l'ordre du monde, par des forces qui dépassent l'individu. Ces explications, même lorsqu'elles sont dures, évitent le vertige du doute. Elles empêchent la remise en cause totale. Peu à peu, vous comprenez que ces règles indiscutables sont aussi un rempart contre l'angoisse.
Elles donnent un sens, même imparfait, à ce qui semble injuste ou absurde. Elles permettent de supporter l'insupportable. Dans un monde où la mort est proche, où la maladie frappe sans prévenir, cette capacité à donner du sens est essentielle. Mais cette protection a un revers. Elle fige certaines injustices. Elle rend acceptables des souffrances qui pourraient être combattues. Vous voyez des situations qui vous semblent cruelles, mais que personne ne remet réellement en cause. Non parce que personne ne souffre, mais parce que la souffrance est intégrée à l'ordre des choses. Vous apprenez alors à détourner votre regard, à ne pas trop insister, à accepter ce qui vous dépasse. Cette acceptation n'est pas toujours sereine. Elle est parfois douloureuse, résignée, mais elle permet de continuer à vivre sans se briser intérieurement. Dans votre quotidien, ces règles indiscutables se manifestent par de petites phrases toutes faites, des expressions que l'on répète sans y penser. Elles clôturent les discussions. Elles mettent fin aux doutes. Elles rappellent à chacun que certaines questions n'ont pas de réponse, ou plutôt qu'elles ne doivent pas en avoir. Vous remarquez aussi que ces règles se renforcent lorsqu'elles sont partagées par tous. Le consensus collectif leur donne une force immense. Être le seul à douter, le seul à questionner, est extrêmement difficile. Le groupe devient alors un miroir qui renvoie votre pensée comme étrange, déplacée, dangereuse. Peu à peu, vous apprenez à ajuster vos pensées, à reformuler intérieurement ce qui vous traverse, à ne pas aller trop loin. Cette autocensure devient presque automatique. Vous n'avez plus besoin de vous rappeler les limites. Elles sont intégrées. Elles font partie de vous. Et pourtant, malgré leur rigidité apparente, ces règles ne sont pas totalement immobiles. Elles évoluent lentement sur des siècles. Elles se déplacent imperceptiblement, comme des montagnes qui s'érodent. Mais à l'échelle d'une vie humaine, elles semblent éternelles. Leur lenteur est leur force. Vous comprenez alors pourquoi ces règles survivent depuis l'Antiquité. Elles répondent à des besoins profonds. La stabilité, le sens, la cohésion. Elles offrent des réponses simples à des questions complexes. Elles réduisent l'incertitude. Elles apaisent les peurs collectives. Lorsque vous regardez votre propre monde, bien plus tard, vous reconnaissez parfois ces mêmes mécanismes. D'autres mots, d'autres formes, mais la même logique. Des évidences partagées, des sujets sensibles, des limites tacites à la discussion. Vous réalisez que l'héritage antique est encore là, discret, mais puissant, car ce qui ne se discute pas n'est pas seulement ce qui est imposé, c'est souvent ce qui rassure, ce qui protège, ce qui empêche le vertige. Et tant que les êtres humains chercheront à donner du sens à un monde incertain, il existera toujours des règles que l'on préfère accepter, plutôt que questionner. Les règles que vous avez toujours connues semblent immuables, et pourtant, elles bougent. Pas brusquement, pas ouvertement. Elles se déplacent comme l'ombre d'un mur au fil du soleil, si lentement que l'on ne s'en rend compte qu'après coup. Dans le monde antique, le changement n'est jamais proclamé. On ne dit pas « désormais, les choses seront différentes ». Ce serait trop dangereux, trop déstabilisant. Le changement se fait autrement, par petites adaptations, par tolérance nouvelle, par des exceptions qui, à force d'être répétées, deviennent la norme. Vous remarquez que certaines règles autrefois strictes sont appliquées avec plus de souplesse. Ce qui était autrefois interdit devient simplement mal vu. Ce qui était mal vu devient toléré dans certains contextes. Et ce qui était toléré finit, parfois, par être accepté. Mais personne ne marque ce passage. Il n'y a pas de frontière claire. Vous observez les anciens. Même eux semblent parfois hésiter. Ils continuent d'enseigner les règles telles qu'ils les ont apprises. Mais leurs gestes trahissent une adaptation. Ils ferment les yeux sur certains écarts. Ils laissent pas passer ce qu'ils auraient autrefois corrigé. Cette indulgence n'est jamais explicitée. Elle se fait en silence. Dans l'Antiquité, le changement survient souvent par nécessité. Une mauvaise récolte, une guerre, un déplacement de population, une nouvelle croyance qui s'installe peu à peu. Face à ces bouleversements, certaines règles deviennent difficiles à appliquer. Alors, on les aménage. Discrètement, pour survivre, vous sentez que le groupe préfère ajuster que rompre. Car rompre serait admettre que l'ordre ancien n'était pas parfait.
Ajuster permet de sauver les apparences, de maintenir l'illusion de continuité. On change les pratiques tout en prétendant respecter la tradition. Cette contradiction est acceptée sans être nommée. Peu à peu, vous comprenez que les règles les plus durables sont celles qui savent se transformer sans se montrer. Elles gardent leur forme extérieure, leur langage, leurs symboles, mais leur contenu évolue. Ce qui était autrefois une obligation devient un idéal. Ce qui était un idéal devient un simple repère. Vous remarquez aussi que ce changement n'est jamais uniforme. Certaines personnes adoptent plus vite les nouvelles pratiques. D'autres résistent. Des tensions apparaissent. Des murmures circulent. On accuse les uns de trahir les traditions, les autres d'être figés dans le passé. Mais ces conflits restent souvent feutrés, contenus. Dans votre vie quotidienne, ces évolutions se manifestent par de petits détails, une manière différente de s'adresser à quelqu'un. Un geste autrefois jugé déplacé, désormais accepté. Une parole qui passe sans provoquer de malaise. Vous sentez que quelque chose a bougé, même si vous ne sauriez pas dire exactement quoi. Vous comprenez alors que le changement le plus profond est celui qui ne se remarque pas. Celui qui s'insinue dans les habitudes, dans les réflexes, dans les attentes. Celui qui modifie ce que l'on considère comme normal, sans jamais l'annoncer clairement. Dans le monde antique, cette lenteur est une force. Elle évite les ruptures violentes. Elle permet au groupe de s'adapter sans se déchirer. Les règles changent juste assez pour rester utiles, mais pas assez pour perdre leur autorité. C'est un équilibre fragile, mais remarquablement efficace. Vous observez que même les récits anciens sont parfois réinterprétés. Les mêmes histoires sont racontées différemment. Les héros changent légèrement de visage. Leurs actions prennent un nouveau sens. Ainsi, le passé lui-même est ajusté pour rendre le présent acceptable. Peu à peu, vous réalisez que ce processus est constant. Il ne s'arrête jamais. Les règles que vous croyez éternelles sont en réalité en mouvement permanent, mais à une vitesse si lente qu'elle échappe à l'échelle d'une vie humaine. Vous vivez dans un instant de ce long glissement. Et lorsque vous regardez autour de vous, vous comprenez que cette lente transformation est l'une des raisons pour lesquelles certaines règles survivent depuis l'Antiquité. Elles ne survivent pas parce qu'elles sont immuables, mais parce qu'elles savent changer sans se briser. Car dans les sociétés humaines, ce qui dure le plus longtemps n'est pas ce qui résiste au changement, mais ce qui apprend à se transformer, sans jamais le dire à voix haute. À ce stade du voyage, quelque chose change en vous. Vous n'êtes plus seulement un observateur plongé dans un monde ancien. Vous commencez à sentir des résonances, des échos discrets, presque troublants. Car en contemplant ces règles antiques, vous reconnaissez parfois des gestes, des réflexes, des évidences qui vous sont encore familiers. Vous prenez conscience que l'Antiquité n'a pas disparu. Elle s'est déposée, couche après couche. Elle s'est glissée dans les habitudes, dans les manières de penser, dans les attentes silencieuses qui organisent encore les sociétés humaines. Ce que vous avez observé jusque-là n'est pas seulement un passé lointain, c'est une matrice. Vous remarquez que beaucoup de règles modernes fonctionnent exactement de la même manière que celles du monde antique. Elles ne sont pas toujours écrites. Elles ne sont pas toujours justifiées. Et pourtant, elles s'imposent. Elles dictent ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, ce qui est normal et ce qui dérange. Le regard des autres, par exemple, continue de peser. Il a changé de forme, parfois de vitesse, mais pas de nature. Vous sentez encore cette présence invisible qui influence vos gestes, vos paroles, vos silences. Vous savez quand il est préférable de se conformer, quand il vaut mieux se taire, quand il est dangereux de trop se démarquer. La hiérarchie, elle aussi, demeure. Elle se présente différemment, se justifie autrement, mais elle continue d'organiser les relations humaines. Certains parlent plus fort, d'autres écoutent davantage, certains décident, d'autres exécutent. Et bien souvent, ces positions sont acceptées comme allant de soi, sans être véritablement questionnées. Vous reconnaissez également ce rapport ancien au corps. La retenue, la pudeur, la maîtrise de soi restent valorisées. Montrer trop ouvertement ses émotions, ses désirs, ses failles, peut encore susciter le malaise. Vous sentez que votre corps continue d'obéir à des règles héritées, même lorsque vous pensez agir librement. L'obéissance, elle,
n'a pas disparu. Elle a simplement changé de langage. Elle ne se présente plus toujours comme une soumission directe, mais comme une adaptation raisonnable, un compromis nécessaire, une preuve de maturité. Vous continuez d'obéir, souvent sans vous en rendre compte, à des normes collectives qui vous dépassent. Vous comprenez alors que ce qui a survécu depuis l'Antiquité, ce ne sont pas seulement des règles précises, mais des mécanismes, des façons d'organiser la vie en commun, des réponses anciennes à des peurs très humaines. La peur du chaos, de l'exclusion, de l'insécurité, de l'inconnu. Ces mécanismes sont efficaces. Ils ont fait leurs preuves. C'est pourquoi ils se transmettent encore. Ils s'adaptent aux époques, aux technologies, aux discours, mais leur logique profonde demeure. Ils structurent les sociétés, apaisent certaines angoisses, tout en créant d'autres. Vous réalisez aussi que ces héritages sont ambivalents. Ils ont permis la cohésion, la survie, la transmission. Mais ils ont aussi justifié des injustices, des exclusions, des silences imposés. L'Antiquité nous a légué à la fois des cadres rassurants et des limites contraignantes. En prenant conscience de cela, vous ressentez peut-être une forme de vertige, car comprendre l'origine de ces règles, c'est aussi comprendre qu'elles ne sont pas naturelles, ni immuables. Elles ont été construites, ajustées, maintenues. Et donc, potentiellement, elles peuvent être transformées. Mais cette transformation n'est jamais simple, vous l'avez vu. Les règles survivent parce qu'elles répondent à des besoins profonds. Les remettre en cause, c'est toucher à des équilibres fragiles. C'est réveiller des peurs anciennes, parfois enfouies depuis des siècles. Vous êtes alors à un point particulier du voyage, entre reconnaissance et distance, entre héritage et questionnement. Vous voyez désormais comment le passé continue d'agir dans le présent, discrètement, presque tendrement, mais avec une force remarquable. Et tandis que vous avancez dans cette dernière étape, une question commence à émerger doucement, sans urgence, sans violence. Que faisons-nous aujourd'hui de cet héritage invisible ? À mesure que cette question s'installe en vous, vous sentez que le voyage touche à quelque chose de plus intime. Il ne s'agit plus seulement d'observer le passé, mais de reconnaître ce qui vit encore en vous, discrètement, à travers ces règles anciennes. Elles ne se présentent plus comme des lois imposées, mais comme des habitudes profondément enracinées, presque confortables. Vous réalisez que beaucoup de ces règles survivent parce qu'elles se sont faites oublier. Elles ne demandent plus d'efforts conscients. Elles ne provoquent plus de résistance ouverte. Elles sont devenues des réflexes, des évidences. Vous agissez souvent sans vous demander pourquoi, convaincu que c'est simplement ainsi que les choses doivent se faire. Vous remarquez que, comme dans l'Antiquité, ces règles continuent de structurer l'appartenance. Être accepté, reconnu, intégré, passe encore par la capacité à les comprendre et à les respecter. Celui qui s'en écarte trop visiblement suscite toujours un malaise, parfois une inquiétude, parfois un rejet. Le mécanisme est ancien, mais toujours efficace. Vous comprenez aussi que ces règles survivent parce qu'elles répondent à des besoins constants. Le besoin de repères, le besoin de stabilité, le besoin de savoir comment se comporter sans devoir tout réinventer chaque jour. Dans un monde complexe, changeant, parfois inquiétant, ces règles offrent un cadre rassurant, même lorsqu'elles sont contraignantes. Mais en prenant du recul, vous percevez aussi leur fragilité. Car ce qui a été transmis peut être interrogé. Ce qui a été accepté peut être repensé. L'Antiquité nous a légué des structures, pas des fatalités. Comprendre leur origine, leur fonction, leur lente évolution ouvre un espace nouveau, celui du choix conscient. Vous sentez que cette prise de conscience ne mène pas nécessairement à la révolte. Elle peut mener à une forme de lucidité apaisée. Savoir que certaines règles sont héritées permet parfois de les supporter avec plus de douceur. D'autres fois, cela donne à la force de les transformer, lentement, prudemment, comme l'ont toujours fait les sociétés humaines. Vous reconnaissez alors que vous êtes, vous aussi, un maillon de cette longue chaîne. Vous recevez des règles, vous les appliquez, vous les adaptez, parfois sans le savoir, et vous les transmettrez d'une manière ou d'une autre, par vos gestes, par vos silences, par ce que vous tolérerez et ce que vous refuserez. Cette responsabilité est légère et lourde à la fois. Légère parce qu'elle s'exerce souvent sans y penser.
Lourde, parce qu'elle inscrit vos choix dans le temps long. Ce que vous considérez aujourd'hui comme évident pourra être remis en question demain. Ce que vous changez, même légèrement, pourra un jour sembler naturel à d'autres. Vous comprenez alors que l'héritage de l'Antiquité n'est pas un poids figé, c'est une matière vivante, malléable, fragile. Elle se transforme à travers chaque génération, chaque regard, chaque hésitation. Elle n'existe que parce qu'elle est continuellement reprise, ajustée, réinterprétée. En refermant ce voyage, vous ressentez peut-être une forme de calme, le calme que procure la compréhension. Vous voyez désormais que les règles sociales ne sont ni totalement arbitraires, ni totalement naturelles. Elles sont humaines, profondément humaines, nées de peur, de besoin, d'espoir, de compromis. Et peut-être que cette compréhension change votre regard sur le monde présent. Vous observez différemment les habitudes, les normes, les silences. Vous percevez les échos lointains de l'Antiquité dans des gestes modernes. Vous reconnaissez que, malgré les siècles, les êtres humains cherchent toujours la même chose: vivre ensemble sans se détruire. Alors, tandis que le passé s'éloigne doucement, vous revenez peu à peu à vous-même, à votre époque, à votre quotidien, en emportant avec vous cette certitude tranquille. Les règles qui nous entourent ont une histoire, et cette histoire continue de s'écrire. Car comprendre ce que l'Antiquité a laissé en nous, ce n'est pas seulement regarder en arrière, c'est apprendre à marcher plus consciemment dans le présent et à transmettre peut-être un monde un peu plus lucide à ceux qui viendront après. Le voyage touche doucement à sa fin. Vous pouvez sentir le monde ancien s'éloigner, lentement, comme une braise qui se couvre de cendres sans jamais s'éteindre tout à fait. Les voix de l'Antiquité se taisent peu à peu, mais leurs échos demeurent, discrets, presque familiers. Vous avez marché dans les pas de générations entières. Vous avez senti le poids des regards, la force de l'habitude, la douceur trompeuse de ce qui paraît évident. Vous avez vu comment des règles sont nées, non pas d'un désir de contraindre, mais d'un besoin de tenir ensemble, de survivre, de donner un sens au chaos du monde. Ces règles ont traversé les siècles parce qu'elles ont su se glisser dans les corps, dans les gestes, dans les silences. Elles ont survécu aux empires, aux religions, aux catastrophes, parce qu'elles parlaient directement à quelque chose de profondément humain. La peur de l'exclusion, le besoin d'ordre, le désir d'appartenir. Et maintenant, doucement, vous revenez à votre propre époque. Vous rouvrez les yeux sur le présent avec un regard peut-être un peu différent. Vous remarquez ces règles qui vous entourent encore, celles que l'on respecte sans y penser, celles que l'on ne discute presque jamais, celles qui rassurent et parfois enferment. Vous comprenez que vous n'êtes ni prisonnier du passé, ni totalement libre de lui. Vous êtes un héritier, un passeur, vous aussi. À travers vos choix, vos silences, vos habitudes, vous continuez cette longue histoire humaine faite de continuité et de transformation lente. Et peut-être qu'en prenant conscience de cet héritage, quelque chose s'apaise. Car ce qui est compris fait moins peur. Ce qui est nommé pèse moins lourd. Vous pouvez maintenant laisser cette réflexion s'éloigner doucement, comme une pensée paisible avant le sommeil. Et vous, auriez-vous suivi ces règles antiques sans les questionner? Les suivez-vous encore aujourd'hui, sans toujours le savoir? Merci d'avoir voyagé avec Histoire Cocasse. Si cette veillée historique vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un petit commentaire avant de fermer les yeux et de poser un j'aime pour accompagner les prochaines nuits d'histoire.